être détruite. Vous voyez que c'est pas pour son charme architectural qu'on l'a conservée. Et en fait, elle n'a pas été détruite parce qu'il y a des associations qui ont lutté pour la sauvegarde de ce lieu, qui soit classé au monument historique et ouvert aux visiteurs aujourd'hui en tant que haut lieu de la mémoire nationale. Et ces associations, c'est notamment l'association des rescapés de la prison de Montluc, des personnes qui ont été détenues ici pendant la Seconde Guerre mondiale, en particularité pendant la période d'occupation allemande. Ce lieu a été donc un lieu d'internement pour la Gestapo. Il y a des résistants, des juifs, des hommes, des femmes, des enfants qui ont été enfermés ici avant d'être assassinés ou déportés. Donc ce lieu, le mémorial, aujourd'hui, il a été conservé pour en particulier sauvegarder cette mémoire de cette mais on va aussi parler d'avant, après. On va même commencer à la Première Guerre mondiale, puisque vous allez voir que cette prison a été constituée au départ en tant que prison militaire, et donc elle est restée associée aux différentes guerres. Il n'y a plus de prison militaire en France aujourd'hui, ça n'existe plus, puisqu'au départ c'était fait seulement pour enfermer des militaires. Globalement, en fait, ceux qui ont enfreint la loi militaire, donc en tant que militaire, si on était condamné pour n'importe quel crime ou délit, on ne passait pas devant la justice normale, mais devant la justice militaire. Quand on a construit la prison en 1921, on a aussi construit le tribunal militaire, qui est le bâtiment qui est juste derrière. Vous apercevez avec les tuiles rouges. Donc au départ, en 1921, vous aviez le tribunal, la prison, qui fonctionnaient ensemble. Donc, je vais d'abord revenir sur les différents bâtiments pour que vous puissiez vous repérer après. Vous avez vu qu'en arrivant, vous avez traversé un chemin, on appelle le chemin de ronde, qui fait tout le tour de la prison, avec un système de double mur d'enceinte. Ça, on retrouve ça dans toutes les prisons. C'est pour sécuriser l'accès. Il y a une seule entrée dans une prison, qui est la même que la sortie, qui est celle que vous avez empruntée tout à l'heure. Après, il y a 3 types de bâtiments ici à l'intérieur quand ça a été construit au départ. Toute cette partie-là, c'est l'ancienne partie administrative de la prison. Donc derrière vous, on appelle ça le greffe, c'est les bureaux de l'administration. C'est là où on va enregistrer le nom des détenus quand ils arrivent, savoir pourquoi ils sont là, pour combien de temps, quelle date ils sont censés ressortir. Ça va se passer dans ces bureaux ici. Toute entrée, toute sortie de détenus est contrôlée. On marque le nom des détenus sur ce qu'on appelle un registre d'écrou qui va tenir lieu de qui est dans cette prison, combien ils sont. À chaque fois, on est tout qui est compté. C'était l'ancien parloir de la prison. Donc jusqu'en 2009, quand on n'était pas gardien de prison, personnel pénitencier et pas détenu, on avait seulement accès à l'accueil que vous avez vu et à cette pièce-là si on voulait rencontrer des détenus, si on était famille, avocat, etc. Tout le reste, c'était réservé au personnel et aux détenus. Ensuite, le bâtiment qui flanque de l'autre côté, c'était les cuisines de la prison, il en faut de partout. Et puis de l'autre côté, vous avez le bâtiment central. Alors ça, je pense que vous l'avez tous deviné en arrivant, c'est le bâtiment des cellules. Donc pour chaque petite fenêtre que vous apercevez, il y a derrière une cellule individuelle. Alors, vous pouvez vous amuser à compter, mais je vais vous le dire, il y avait 122 cellules individuelles au départ quand on a construit la prison, qui font chacune 4 mètres carrés. Donc 4 mètres carrés, ça fait 2,20 mètres de long sur 1,80 m de large. Vous allez le voir, ça fait pas bien grand. Concrètement, dans chacune des cellules, au départ, vous avez un lit, de quoi boire pour la journée dans une cruche d'eau, ce qu'on appelle la tinette, je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est, en dessous avec un couvercle pour faire ses besoins, et puis une petite table, une petite tablette dans un coin de la cellule pour poser quelques affaires personnelles dessus. C'est à peu près tout ce qu'on peut mettre dans des cellules, et donc on va en avoir 122 ici dans ce bâtiment-là, qui sont répartis en 2 zones. Vous voyez que le bâtiment il est fait avec une aile un peu plus petite d'un côté, une aile un peu plus grande de l'autre. On va parler d'un côté de l'aile des prévenus. Liées au tribunal qui est à côté, les personnes qui ont été arrêtées mais qui ne sont pas encore jugées, qui sont en attente de condamnation, donc présumées innocentes, elles vont se retrouver enfermées de ce côté-là. Et si elles ont été jugées coupables après condamnation devant le tribunal, elles passent de l'autre côté, dans la partie des condamnés. Et on a cette même répartition entre prévenus et condamnés dans la 3e partie de la prison, ce qu'on va appeler les espaces de vie des détenus, c'est-à-dire les cours de promenade où ils peuvent aller en dehors de leur cellule dans des moments bien définis de la journée, le réfectoire,
les douches, les ateliers, on va faire travailler les détenus, donc des espaces, voilà, on peut aller en dehors de sa cellule en temps normal. Ça, c'est la prison telle qu'elle est censée fonctionner au départ, qui est donc faite pour des militaires qui ont enfreint la loi militaire. Sauf que cette prison, elle est construite un petit peu tard. La Première Guerre mondiale est terminée, effectivement. 1921, on est 3 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. Et bon, une prison militaire, ça sert surtout en cas de guerre, quand il y a beaucoup de personnes mobilisées dans l'armée. Quand il n'y a plus de personnes mobilisées, potentiellement, il y a moins de personnes jugées et moins de personnes dans les prisons. Donc aussitôt construite, cette prison, elle est quasiment inutile, en tout cas très peu utilisée. Et elle va être cédée à l'administration civile, donc pour devenir une prison normale pendant une partie des années 20, et complètement fermée en 1932. Donc concrètement, une prison qui ferme ses portes, qui aurait même dû être détruite dans les années 30, et puis qui finalement va pas être détruite. Il y a une autre guerre qui arrive, effectivement, Seconde Guerre mondiale, donc 1939. Déjà en 1938, les autorités militaires se doutent qu'une nouvelle guerre est en train de se préparer, se disent qu'en cas de guerre, on va réaffecter cette prison. Et c'est ce qui se passe donc suite au 3 septembre 1939, suite à la déclaration de guerre de la France contre l'Allemagne nazie. On a cette prison qui réouvre ses portes officiellement en tant que prison militaire. Je dis officiellement parce que c'est pas exactement ce qui va se passer. On va connaître donc 5 fonctionnements administratifs différents de la prison pendant toute cette période de la Seconde Guerre mondiale, qui correspondent donc aux évolutions de la guerre sur le territoire lyonnais. Et on va commencer donc déjà dès la déclaration de guerre à utiliser cette prison dans un cadre qui n'est pas celui qui était censé être celui de départ, c'est-à-dire dans le cadre de juridiction d'exception. C'est-à-dire qu'en état exceptionnel, on va tordre un petit peu le droit pour permettre des choses qui normalement ne sont pas dans le droit constitutionnel. C'est ce qui va se passer donc, pendant la Seconde Guerre mondiale. Dès le début de la guerre, les autorités décrètent l'état de siège, qui est l'équivalent du décret d'état d'urgence qu'on connaît aujourd'hui, et qui va notamment permettre exceptionnellement d'enfermer dans une prison militaire, donc non seulement des militaires, mais aussi des opposants politiques, qu'on va considérer comme des dangers pour la sûreté de l'État. Donc dès la déclaration de guerre, dès la réouverture de cette prison, quand la France est encore en guerre officiellement contre l'Allemagne nazie, on a des communistes, des pacifistes, des anarchistes qui sont enfermés dans cette prison parce que potentiellement ils peuvent être considérés comme un danger pour la sûreté de l'État. Ça, c'est juste quand c'est le maréchal Pétain qui va donc arriver au pouvoir en tant que chef du gouvernement et qui va notamment signer l'armistice avec l'Allemagne nazie, mettre en place ce qu'on appelait l'État français, donc abolir la Troisième République. Et à partir de ce moment-là, une France qui est découpée en 2 zones, parce que ça va pour tout le monde. Ici, on est en quelle zone ? Zone libre. Zone libre, ouais. Zone sud, zone dite libre, qui va être contrôlée donc, par l'État français selon le traité d'armistice, pas par les nazis. Il n'y a pas d'occupation nazie au début ici, et ça va rester le cas en 40-41.